Prenez place à la cour supérieure du comté de Douglas, où un juge préside l'affaire effrayante de Sahara Tabriz Fakir. Accusée de volume à main armée, de cambriolage et de meurtre, l'affaire Fakir a captivé la nation, car elle a fait des déclarations scandaleuses et a invoqué l'intervention divine dans la salle d'audience. Au début de l'audience dans le comté de Douglas, en Géorgie, tous les regards sont tournés vers l'accusé, Sahara Tabriz Fakir. Âgé de 32 ans, Fakir est accusé d'avoir commis une série de crimes odieux, notamment un volume à main armée, un cambriolage et un meurtre. La victime, Jerry Wheeler, un homme d'affaires local respecté, a été brutalement poignardé chez lui alors qu'il préparait innocemment le dîner. Pour rendre les choses encore plus tragiques, Wheeler était le père d'un adjoint dévoué du bureau du shérif du comté de Douglas, qui a découvert son corps sans vie. Lorsque Fakir entre dans la salle d'audience, il devient évident qu'elle ne saisit pas la gravité des charges qui pèsent sur elle. D'un air nonchalant, elle semble ne pas être affectée par le poids de la situation. Le juge qui préside l'affaire, connu pour sa sérénité, prend l'affirmation de Fakir au pied de la lettre et poursuit la procédure. Cependant, lorsque le sujet passe à la représentation légale, le comportement de Fakir prend une tournure bizarre. Le juge, soucieux de s'assurer que Fakir bénéficie d'un conseil juridique approprié, lui demande si elle a un avocat, ce à quoi elle répond de manière choquante. Sa demande laisse la salle d'audience dans un silence stupéfait. Reconnaissant que Fakir n'a peut-être pas les moyens d'engager un avocat, le juge l'informe qu'elle a le droit de demander un avocat commis d'office sans frais. Cependant, Fakir reste fermement convaincue qu'Allah est son ultime défenseur. Elle exige d'être libérée du tribunal maçonnique, ce qui met encore plus en évidence ses croyances non conventionnelles et son refus de se conformer à la procédure judiciaire. Alors que l'audience touche à sa fin, les espoirs de Fakir d'obtenir une caution sont anéantis. Le juge déclare fermement que la caution ne sera pas accordée ce jour-là, ce qui pousse Fakir à remettre en question sa décision. Elle s'en prend ensuite à la chaîne d'information qui couvre l'audience. L'affaire Fakir a finalement été jugée et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Jerry Wheeler. Nous nous rendons à la cour supérieure de Vista où se déroule le procès de Diana Lovejoy, une femme accusée d'avoir tenté d'assassiner son ex-mari, Greg Mulvihill. Préparez-vous à découvrir l'implication présumée d'un ancien tireur d'élite des Marines, Weldon McDavid, et les mesures choquantes que Diana a prises pour obtenir la garde de son fils. Tout a commencé par un amour qui a tourné au vinaigre, un mariage qui s'est effondré sous le poids du ressentiment et de l'amertume. Diana Lovejoy et Greg Mulvihill formaient autrefois un couple parfait, profondément amoureux et apparemment destiné à une vie de bonheur. Mais au fil du temps, leur relation a pris une tournure sombre. Ils ont eu un beau fils ensemble, un enfant qui est devenu le centre de leur monde. Mais derrière les portes closes, leur mariage battait de l'aile. Les divergences du couple sont devenues irréconciliables, les conduisant sur la voie du divorce. Diana et Greg se sont battus bec et ongles pour la garde de leur fils, chacun accusant l'autre d'être un mauvais parent. La tension entre eux a atteint son paroxysme et il semblait qu'il n'y avait pas de fin en vue. Désespérée et déterminée à obtenir la garde de son fils, Diana Lovejoy se tourne vers un allié improbable, Weldon McDavid. Weldon, un ancien tireur d'élite des Marines. Ensemble, Diana et Weldon mettent au point un plan pour éliminer l'obstacle qui se dresse sur le chemin de Diana, son ex-mari, Greg Mulvihill. Le plan est simple mais d'une efficacité redoutable. Diana devait attirer Greg dans un endroit isolé où Weldon se tiendrait à l'affût, prêt à commettre l'impensable. En cette nuit fatidique de septembre, Greg a reçu un appel de Diana, lui demandant de la rejoindre près du Batikitos Lagoon. Ignorant le danger qui l'attend, Greg arrive au lieu de rendez-vous, sans savoir que sa vie est sur le point de changer à jamais. Alors qu'il sort de sa voiture, il tombe soudain dans une embuscade tendue par un tireur masqué. Il est touché par une balle, mais parvient à s'enfuir, cherchant désespérément de l'aide. Par miracle, Greg a survécu à l'attaque, mais l'identité des assaillants reste un mystère. Ce n'est que plus tard qu'il révélera la vérité choquante. Son ex-femme, Diana Lovejoy, était l'un des auteurs de l'attentat. Lovejoy et McDavid ont tous deux été arrêtés, et leur procès était l'un des plus attendus. Malgré les preuves accablantes qui pèsent sur eux, Madame Lovejoy maintient son innocence. Mais cela ne suffit pas à faire basculer le verdict du jury. Cependant, les choses vont prendre une tournure plutôt dramatique dans la salle d'audience, lorsque Lovejoy, le visage rempli d'incrédulité et de choc, s'évanouit soudainement. Lovejoy a dû être évacué de la salle d'audience en ambulance. Quant à Weldon McDavid, le jury l'a reconnu coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre. Son implication dans le sinistre plan a été révélée et il devra lui aussi faire face au poids de la loi. Après mûre réflexion, le juge a prononcé la sentence. Diana Lovejoy devra passer de 25 ans à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. En entendant le verdict, Diana Lovejoy a immédiatement fondu en larmes. McDavid, quant à lui, a été condamné à une peine de 50 ans de prison, voire à la perpétuité,
pour son rôle dans le crime. Nous nous rendons ensuite dans une salle d'audience du Minnesota où la sentence de Julissa Thaler est en cours. Julissa Thaler a été reconnue coupable d'avoir brutalement assassiné son propre fils de 6 ans et d'avoir circulé en ville avec son corps sans vie. Dans une petite communauté du Minnesota, un crime horrible s'est déroulé, laissant une jeune vie tragiquement interrompue. Julissa Thaler, une mère censée protéger et élever son enfant, a commis un acte de violence inqualifiable. La victime de ce crime odieux était son propre fils de 6 ans, Eli Hart. Les événements qui ont conduit à cet incident choquant ont commencé par une bataille contentieuse entre Thaler et le père d'Eli, Tory Hart, au sujet de la garde de l'enfant. Le conflit avait atteint un point d'ébullition, les tensions s'intensifiant entre les parents. Personne ne se doutait que ce conflit amer se terminerait par une tragédie aussi déchirante. La police a découvert le corps d'Eli après avoir arrêté Thaler au volant d'un véhicule très endommagé dont le pare-brise arrière avait explosé. En poursuivant leur enquête, ils ont réalisé avec horreur que le corps sans vie d'Eli se trouvait dans le coffre, à côté de l'arme du crime. Cette scène entra à jamais ceux qui en ont été les témoins. Le dossier contre Thaler a été construit sur la base d'une collecte méticuleuse d'éléments de preuve sur plusieurs scènes de crime. Des photos de surveillance ont filmé Thaler et Eli, quittant ensemble son immeuble pour la dernière fois, donnant un aperçu de leurs derniers moments ensemble. Les images de la caméra corporelle du contrôle routier ont encore renforcé le lien entre Thaler et le crime. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les enquêteurs se sont penchés sur les recherches effectuées par Madame Thaler sur l'Internet et ont découvert une préméditation effrayante. Elle se serait rendue dans un magasin de munitions pour armes à feu et aurait demandé au personnel des munitions capables de faire le plus gros trou. 10 jours seulement avant la mort d'Eli, les travailleurs sociaux avaient accordé à Madame Thaler la garde complète du garçon de 6 ans, bien que son père ait déposé plusieurs plaintes à l'encontre de Madame Thaler, qui avait un long passé de toxicomanie, de paranoïa et d'autres problèmes de santé mentale. Ces recherches ont permis de dresser le portrait inquiétant d'une mère qui avait planifié l'impensable. Les preuves présentées au cours du procès n'ont laissé aucune place au doute quant à la culpabilité de Madame Thaler. Après avoir examiné attentivement les preuves accablantes, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour les accusations de meurtre au premier et au second degré. La salle d'audience était remplie de tensions et d'émotions brutes alors que le juge s'apprêtait à prononcer la sentence pour le crime odieux de Julissa Thaler. Mais avant que le verdict final ne soit annoncé, Julissa Thaler s'est emportée de manière choquante et irrespectueuse, laissant tout le monde stupéfait dans la salle d'audience. Proclamant son innocence avec ferveur, Julissa Thaler a proféré des injures à l'encontre des personnes présentes, faisant preuve d'un mépris total pour la gravité de ses actes. Malgré les actes irrespectueux de M. Thaler, le juge a gardé son sang-froid et a prononcé la peine la plus sévère possible, la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. C'était un moment de justice qui garantissait que Thaler n'aurait plus jamais l'occasion de nuire à une autre vie innocente. Alors que la procédure judiciaire se termine et que tout le monde sort du tribunal, Thaler est vu en train de montrer subtilement son majeur à la caméra. Nous nous rendons dans un tribunal de Memphis où se déroule une séance dramatique pour Shelby Isaac, 20 ans, qui est actuellement incontrôlable après avoir appris son sort. La jeune femme comparaissait devant le tribunal après avoir assassiné un homme, sa petite amie enceinte et leur bébé à naître. La cause de ce meurtre insensé, une dispute à propos d'extension de cheveux. Connue pour ses exigences et ses droits, Shelby Isaac, 20 ans, n'était pas étrangère à l'idée de provoquer une scène pour le moindre désagrément. Mais personne n'aurait pu prédire l'ampleur que prendrait son comportement. Tout a commencé lorsque Shelby a acheté des extensions de cheveux à un styliste local nommé Eddie Udgie Tate. Après un certain temps, Shelby, insatisfaite de son achat, a décidé de rencontrer Tate pour peut-être obtenir un remboursement le 22 janvier 2016. Cependant, dans un accès de rage, Karen aurait sorti une arme et tiré sur Eddie et sa petite amie, Edwina Thomas, enceinte de 8 semaines à l'époque. Après la fusillade, des témoins affirment qu'Isaac a fouillé dans les poches de Tate. Au moment du meurtre, Shelby n'avait que 18 ans. Comme prévu, ces actes ont eu des conséquences et elle a été rapidement appréhendée par les forces de l'ordre. Les rouages de la justice se sont mis en branle, conduisant à un procès qui allait captiver la nation. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, la tension règne dans la salle d'audience. Le jury examine attentivement les preuves présentées, évalue les témoignages et les arguments avancés par l'accusation et la défense. Finalement, après plusieurs jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Shelby a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Les mots résonnent dans la salle d'audience et le monde de Karen s'écroule. Accablée par le poids du verdict, elle s'effondre sur le sol, impuissante. Malgré cette réaction spectaculaire, le juge a poursuivi son travail.
Shelby a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré, ainsi que d'homicide par imprudence et d'homicide par négligence criminelle sur le bébé à naître. Malgré ses cris et ses pleurs pour sa mère, Shelby a été condamné à 30 ans de prison. Aileen Wuornos. Ensuite, nous nous pencherons sur l'histoire étonnante d'Aileen Wuornos, une tueuse en série américaine dont les crimes commis à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ont provoqué une onde de choc dans tout le pays. Prenez place à la Cour suprême de Floride et découvrez l'enfance troublée d'Aileen Wuornos à Rochester, dans le Michigan, ses expériences éprouvantes en tant que travailleuse du sexe, son déchaînement meurtrier et les conséquences choquantes qui l'ont attendue en prison. Pour comprendre le parcours bouleversant d'Aileen Wuornos, il faut d'abord se plonger dans son éducation et ses débuts difficiles. Née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, la vie d'Aileen Wuornos a pris une tournure sombre dès le début. La mère d'Aileen Wuornos n'avait que 14 ans lorsqu'elle a épousé son père, qui n'en avait que 18 à l'époque. Malheureusement, leur amour de jeunesse a été de courte durée et Wuornos n'a jamais eu la chance de rencontrer son père. Heureusement, il avait 5 frères et sœurs plus âgés qui ne vivaient pas dans leur maison de South Valley à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et qui ont donc échappé à la fusillade. Il a été incarcéré au centre de détention pour mineurs du comté de Bernalillo, où il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. En octobre 2015, Griego a plaidé coupable des charges retenues contre lui. Et, en 2019, il a été conduit au tribunal itinérant du comté de Bernalillo, où il devait être officiellement condamné en tant qu'adulte. Juste avant sa condamnation, Nehemiah a pris la parole pour la toute première fois au tribunal depuis son arrestation et s'est excusé auprès de ses proches survivants. La juge Alisa Hart a rendu un verdict qui a suscité un débat et soulevé des questions sur le traitement des jeunes délinquants. Griego a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a mis à l'épreuve les limites du traitement mental des jeunes délinquants, car l'avocat de Griego avait demandé une peine qui lui aurait permis de poursuivre son traitement pendant sa période de probation. Cependant, le juge Hart a estimé que Griego n'était pas apte à suivre un traitement en tant que mineur, citant le risque potentiel de violence s'il devait quitter le traitement. Cette décision a suscité un débat plus large sur les défis auxquels est confronté le système juridique pour trouver un équilibre entre la réhabilitation et la sécurité publique. Si certains estiment que l'éducation tragique de Griego et les mauvais traitements qu'il a subis devraient être pris en compte, d'autres pensent que la gravité de ses actes exige une peine plus sévère. Cette condamnation a amené de nombreuses personnes à se demander si le système actuel prend en compte de manière adéquate la réhabilitation et la réinsertion des jeunes délinquants. L'avocat de la défense de Griego, Stephen Taylor, a été déçu par la sentence. Il a fait valoir que Griego avait subi de graves sévices et souffrait de malnutrition lorsqu'il était enfant, ce qui lui avait causé des lésions cérébrales. Il estime qu'avec une meilleure prise en charge des enfants dans l'État, cette issue tragique aurait pu être évitée. L'avocat de Nehemiah Griego, Stephen Taylor, s'est dit déçu par cette condamnation, qu'il a qualifiée de malheureuse. Au fil des ans, Stephen Taylor a soutenu que les actes de Nehemiah Griego avaient été influencés par les sévères abus et la malnutrition qu'il avait subie dans son enfance et qui lui avaient causé des lésions cérébrales. Il estime que si l'État prenait mieux soin des enfants, des tragédies comme celle-ci pourraient être évitées. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage glaçant dans la vie de 5 jeunes tueurs en série actuellement enfermés en prison, une constatation obsédante s'impose à nous. Ces individus, autrefois membres ordinaires de la société, ont succombé aux profondeurs les plus sombres de leur propre esprit, laissant dans leur sillage une Dans un tribunal de Charleston, Erika et Shanita, 2 amantes lesbiennes, ont été reconnues coupables du meurtre brutal de la petite Serenity Richardson, âgée de 3 ans, dont elles s'occupaient. Les sévices infligés à Serenity étaient inimaginables, avec des coups répétés à l'aide d'une ceinture et de cintres en plastique. La scène qui s'est déroulée dans la salle d'audience a été tout simplement dramatique, Erika et Shanita s'effondrant et gémissant en entendant leur condamnation à la prison à vie. Pour comprendre les événements qui se sont déroulés, il faut d'abord explorer le contexte et la relation entre Erika May Butts et Shanita Latrice Cunningham. Ces 2 femmes, toutes 2 âgées de 25 ans à l'époque, étaient profondément imbriquées l'une dans l'autre. Erika May Butts est née et a grandi à Summerville, en Caroline du Sud. Elle avait la réputation d'être une personne bienveillante et attentionnée, ce qui faisait d'elle une figure de confiance dans sa communauté. Shanita Latrice Cunningham, quant à elle, a eu un passé plus trouble. Elle a reçu une éducation difficile, marquée par l'instabilité et les difficultés.
Les expériences vécues par Shanita pendant son enfance lui ont donné envie de stabilité et d'amour, ce qu'elle a trouvé dans sa relation avec Erika. C'est grâce à leurs expériences communes et à leur soutien mutuel que la relation romantique entre Erika et Shanita s'est épanouie. En 2009, une tragédie a frappé lorsque Serenity Richardson, une fillette de 3 ans, est entrée dans leur vie. Serenity est la fille de Yeshia Richardson, une amie d'enfance d'Erika. Yeshia, qui vit à Detroit, a confié la garde de sa fille à Erika, qui est la marraine de Serenity. Au fil des jours, la façon dont Erika et Shanita traitent Serenity prend une tournure sombre et sinistre. Ce qui devait être un environnement sûr et stimulant s'est transformé en une maison des horreurs pour l'innocente fillette de 3 ans. Erika et Shanita ont eu recours à une ceinture et à des cintres en plastique comme instrument de punition. Les coups étaient incessants et ont laissé des marques visibles sur tout le corps de Serenity. Le motif de ces sévices n'est toujours pas clair. Erika a admis plus tard à la police qu'elle avait fouetté Serenity avec une ceinture pour la punir d'avoir uriné sur le sol. Toutefois, cette explication ne justifie pas l'extrême violence et la cruauté infligées à cette enfant innocente. Ce n'est que lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux que l'étendue des abus est devenue évidente. Malgré leurs efforts, il était trop tard pour sauver Serenity. La petite fille avait subi une douleur et une cruauté incommensurables aux mains de ceux qui étaient censés la protéger. L'arrestation et le procès d'Erika May Butts et de Shanita Latrice Cunningham ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Les détails des abus étaient horribles et le public a demandé que justice soit rendue à Serenity Richardson. Le moment le plus dramatique du procès a eu lieu lorsque le juge Deidra Richardson a prononcé la sentence. Erika et Shanita se sont effondrés et ont pleuré de façon incontrôlable en entendant leur condamnation à perpétuité. La mère de Butts a été physiquement mise à la porte par 3 membres du personnel après avoir crié fort à sa fille « Lève-toi !» et ensuite crié « Je ne peux pas laisser mon bébé comme ça, mon bébé est sorti !» Alors qu'Erika et Shanita sortaient de la salle d'audience, le poids de leurs actes pesait lourd dans l'air. Amber Pereira. Nous nous rendons ensuite dans un tribunal de Floride où le juge Christopher Sabella s'apprête à prononcer la sentence d'Amber Pereira. Amber Pereira a été reconnue coupable d'homicide involontaire après avoir percuté une berline Hyundai et tué une famille de 3 personnes après que leur véhicule a dérapé et heurté d'autres voitures, provoquant l'embrasement de tous les véhicules. Le 10 avril 2017, Amber Pereira, en état d'ébriété avancée, a décidé de conduire son véhicule à une vitesse de 120 mph à 5 secondes sur l'autoroute Selmon. Peu de temps après, son véhicule Kia est entré en collision avec l'arrière d'une Hyundai Sedan, l'envoyant valser sur les voies en direction de l'ouest. À l'intérieur de cette voiture se trouvaient Louise et Rita Felipak, ainsi que leur fille de 8 ans, Georgia. Leur vie était sur le point d'être tragiquement interrompue. Le choc de la collision a provoqué une réaction en chaîne. 2 autres véhicules ont percuté la voiture de la famille Peck. La scène s'est transformée en une explosion brûlante, engloutissant les véhicules et piégeant la famille innocente à l'intérieur. Alors que le chaos s'installe, Amber Pereira prend une décision fatale. Au lieu de s'arrêter pour évaluer les dégâts ou offrir de l'aide, elle a continué à conduire, laissant derrière elle la scène de l'horrible accident. Pendant ce temps, les 3 membres de la famille Felipak sont morts sur place. Mais sa fuite a été de courte durée. Quelques minutes plus tard, la voiture endommagée d'Amber s'est arrêtée après la chute d'un pneu, incapable de continuer. C'est à ce moment-là que les autorités l'ont rattrapé, l'amenant à faire face aux conséquences de ses actes. Le procès qui a suivi a révélé la vérité choquante derrière le comportement imprudent d'Amber Pereira. La salle d'audience était remplie de tension et de chagrin lorsque le procès a commencé. L'accusation n'a pas perdu de temps pour présenter un dossier convaincant contre Amber Pereira. Ils ont brossé un tableau saisissant de son comportement imprudent et des conséquences dévastatrices qu'il a eues sur la famille Peck. Les preuves contre Amber étaient accablantes. Les témoins ont fait état de sa conduite erratique, de son mépris du code de la route et de son manque total d'intérêt pour la sécurité des autres usagers de la route. L'accusation a présenté des photos et des vidéos montrant les conséquences horribles de l'accident, laissant le jury et les spectateurs en état de choc. La défense a toutefois tenté de rejeter la responsabilité sur autrui. Elle a affirmé qu'Amber avait fait une crise d'épilepsie au moment de l'accident, arguant qu'il s'agissait d'une urgence médicale indépendante de sa volonté. Mais au fur et à mesure que le procès avançait, des doutes sont apparus. Le rapport d'arrestation racontait une autre histoire. Il ne mentionnait pas d'urgence médicale, ce qui jetait le doute sur les affirmations d'Amber. Il semblait que sa défense contre les crises d'épilepsie n'était rien d'autre qu'une tentative de se soustraire à la responsabilité de ses actes. C'est alors que survient la révélation la plus fracassante.
Les résultats des analyses toxicologiques ont montré qu'Amber Pereira avait un taux d'alcoolémie de 0,10 au moment de l'accident. Elle conduisait sous l'influence de l'alcool, ce qui a renforcé les arguments de l'accusation contre elle. La véritable ampleur de l'insouciance d'Amber et de son mépris pour la vie des autres est devenue douloureusement évidente. Le destin tragique de la famille Felipac est le résultat direct de ses choix. Alors que le procès touchait à sa fin, l'accusation et la défense ont présenté leur conclusion finale. L'accusation a insisté sur la perte dévastatrice subie par la famille Peck et sur la nécessité de rendre justice. La défense, quant à elle, a continué à s'accrocher à la défense de la saisie, essayant désespérément de sauver l'avenir d'Amber. Enfin, après des jours de témoignages émouvants et d'arguments convaincants, l'heure de vérité a sonné. Le juge, reconnaissant la gravité du crime et les vies perdues, a rendu son verdict. Amber Pereira a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment d'homicide involontaire et de conduite en état d'ivresse. Le juge l'a condamnée à 50 ans de prison, garantissant qu'elle paierait pour ses actes jusqu'à la fin de sa vie. Dès qu'elle a entendu le verdict, Amber s'est mise à sangloter dans la salle d'audience. Taylor Schabusiness. Notre dernière affaire se déroule dans une salle d'audience du comté de Brown, où est jugée l'affaire sombre et troublante de Taylor Schabusiness. Taylor Schabusiness s'est retrouvée au tribunal après avoir assassiné et démembré son partenaire de manière horrible. Du crime horrible qu'elle a commis à ses crises explosives pendant le procès, en passant par sa réaction stupéfiante à la sentence. Préparez-vous à être choqué par les détails incroyables qui entourent Taylor Schabusiness et les actes odieux qui ont laissé la communauté incrédule. Taylor Schabusiness, une jeune femme de 25 ans, menait une vie apparemment ordinaire à Green Bay, dans le Wisconsin. Mais derrière les portes closes, un monde sombre et sinistre se mettait en place. Tout a commencé en février 2022, lorsque la vie de Taylor a pris un tournant sinistre. Taylor entretenait une relation tumultueuse avec Chad Tyrion, un jeune homme de 24 ans. Leur relation était entachée de toxicomanie et de violence, créant un environnement toxique qui allait aboutir à un dénouement horrible. Les procureurs ont révélé que le jour fatidique du crime, Tyrion et Schabusiness avaient fumé de la méthamphétamine dans le sous-sol de la maison de la mère de Tyrion. Sous l'effet de la drogue, leur jugement s'est obscurci et les tensions ont atteint un point d'ébullition. Dans un accès de rage, Schabusiness a étranglé Tyrion, mettant fin à sa vie dans un moment de violence inimaginable. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Schabusiness, animé par un esprit dérangé, a procédé à la décapitation et au démembrement du corps de Tyrion. Les détails macabres du crime ont de quoi faire frémir n'importe qui. Schabusiness a dispersé les morceaux de corps dans toute la maison et en a même laissé quelques-uns dans un véhicule. La brutalité et le mépris de la vie humaine affichés dans cet acte ont choqué toute la communauté. La découverte des restes de Tyrion a été un véritable cauchemar. C'est la mère de Tyrion qui a fait l'horrible découverte, trouvant la tête de son fils dans un seau au sous-sol. La scène, d'une horreur inimaginable, a traumatisé la famille et la communauté. Les autorités n'ont pas perdu de temps pour appréhender Schabusiness. Le 23 février 2022, elle a été arrêtée et placée en détention. Les preuves contre elle sont accablantes et la communauté demande justice pour le crime odieux qui a été commis. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, il est apparu clairement que Schabusiness avait méticuleusement planifié et exécuté cet acte macabre. Le degré de préméditation et de brutalité dont il a fait preuve fait froid dans le dos. Les enquêteurs et le système judiciaire ont été confrontés à la profondeur de la dépravation humaine. Le procès qui a suivi a été une expérience éprouvante pour toutes les personnes impliquées. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que l'accusation présentait les preuves, brossant un tableau saisissant des événements horribles qui se sont déroulés ce jour fatidique. Tout au long du procès, Madame Schabusiness a manifesté toute une gamme d'émotions, allant de la colère à l'indifférence. Ces accès de colère dans la salle d'audience ont choqué toutes les personnes présentes, car elle semblait se délecter de l'attention et du chaos qu'elle créait. À un moment donné, elle a même attaqué son propre avocat. C'était une démonstration effrayante d'un esprit dérangé. Malgré les tentatives de l'avocat de la défense pour l'humaniser et la présenter comme une personne capable de se réinsérer, le jury a vu clair dans cette façade. En juillet, Madame Schabusiness a été reconnue coupable d'homicide volontaire au 1er degré, d'agression sexuelle au 3e degré et de mutilation de cadavres. Schabusiness, aujourd'hui au tribunal pour sa condamnation, n'a montré que peu de remords pour ses actes. Lorsqu'elle a été autorisée à parler en son nom, elle a simplement répondu « Non, il n'y en a pas ». Son absence de remords n'a fait qu'alimenter l'indignation dans la salle d'audience. Après avoir soigneusement examiné les preuves, le juge a annoncé la sentence. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, allant du soulagement à la colère. La communauté a enfin le sentiment que justice a été rendue.
Shabuzness, quant à elle, n'a montré aucune émotion à la perspective de passer le reste de sa vie en prison. Au lieu de cela, elle avait un regard étrange et inexplicable sur son visage. Alors que Madame Shabuziness était emmenée, le poids de ses actes semblait enfin se faire sentir. Ce moment a fait réfléchir de nombreuses personnes présentes dans la salle d'audience sur la fragilité de la vie et les conséquences des choix de chacun. La condamnation de Taylor Shabuzness a marqué la fin d'un chapitre de cette affaire poignante. Cette vidéo montrant l'incarcération d'un Karen vous amène à vous interroger sur la profondeur du comportement humain lorsqu'il est confronté aux conséquences de ses actes. Pour des vidéos aussi intrigantes, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.